nous sommes partis pour photographier l'enfance de l'univers. Nous cherchions les lumières tremblantes et minuscules des premières étoiles. Mais quand James Webb a regardé dans le berceau cosmique, il n'a pas trouvé un bébé. Il a trouvé un géant à part entière. C'était une découverte ironique. Il se tenait là, seulement 290 millions d'années après le Big Bang, alors que l'univers n'avait que 2% de son âge. Pourtant, ce n'était pas une première galaxie, car elle abritait déjà des milliards d'étoiles. Elle avait donc dû grandir au moins 20 fois plus vite que ce que nos modèles prédisaient. Mais le plus inconcevable était la poussière cosmique qu'elle contenait. Une poussière dont la formation nécessite normalement des générations d'explosions stellaires. Comment cette poussière était-elle arrivée là? Si vous aussi, vous voulez voir de vos propres yeux les preuves de cette impossibilité, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Car l'histoire du début de l'univers est en train d'être réécrite. Nous commençons. Des fissures ont commencé à apparaître sur les murs colossaux de la cosmologie moderne. Ces fissures provenaient de petits points rouges, minuscules, mais trop brillants pour être ignorés, qui s'infiltraient à travers les yeux dorés du télescope spatial James Webb, tourné vers les profondeurs de l'univers. Car les scientifiques ont dû entendre la tour de toutes leurs connaissances, bâtie jusqu'à ce jour, se mettre à trembler. Pendant des années, nous avons cru que le modèle standard de l'univers, appelé le modèle lambda C D M, fonctionnait comme une machine parfaitement conçue. Mais les données de Webb ont ébranlé cette croyance jusqu'à ses fondations. Désormais, tout était remis en question. Pour comprendre ce grand séisme, nous devons d'abord regarder notre ancienne et fiable carte, le modèle lambda CDM. Ce modèle dit que l'univers a commencé avec des différences de densité extrêmement faibles. Ensuite, la gravité invisible de la matière noire a lentement rassemblé cette matière. C'est pourquoi, selon ce modèle, l'univers doit avoir une structure ascendante, du bas vers le haut. D'abord, de petites étoiles se forment. Ces étoiles se regroupent pour former de petites galaxies. Ces petites galaxies fusionnent ensuite, sur des milliards d'années, pour créer les galaxies géantes d'aujourd'hui. C'était un processus lent et prévisible. Hot mess. Les données capturées par James Webb ont pulvérisé les engrenages de cette machine délicate, car le télescope a détecté des galaxies comme JAD, ES-GS-Z13-0, à un point où le décalage vers le rouge dépassait 13. Ce chiffre n'est pas une simple coordonnée, c'est la preuve d'une impossibilité physique. Il désigne un instant seulement, 300 millions d'années après le Big Bang. C'est un clin d'œil dans l'histoire de 13,8 milliards d'années de l'univers. Un moment où l'encre n'a même pas eu le temps de sécher. Cette situation nous confronte à un phénomène appelé l'effondrement de la limite de masse. Selon la théorie traditionnelle, le gaz dans l'univers primordial était extrêmement chaud. Pour que ce gaz se contracte sous l'effet de la gravité et devienne une étoile, il devait absolument refroidir, car ce n'est qu'en perdant son énergie qu'il pouvait se rétrécir et démarrer la fusion nucléaire. Mais, dans l'univers primordial, il n'y avait presque pas d'éléments lourds pour aider au refroidissement, ce que les astronomes appellent les métaux. Il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium. La vitesse de refroidissement du gaz était donc incroyablement lente. C'est pourquoi les astronomes s'accordaient à dire qu'il fallait une attente fastidieuse de milliards d'années pour que les premières étoiles naissent et qu'elles prennent ensuite la forme d'une galaxie. Pourtant,
James Webb a trouvé des galaxies qui avaient sauté toute cette période d'attente. Les galaxies découvertes dépassaient les prévisions théoriques d'au moins plusieurs fois, et parfois même de 10 fois. Je le fais que des étoiles ayant des milliards de fois la masse du Soleil se soient assemblées de manière si ordonnée en si peu de temps, violent toutes les limites de croissance de masse que nous connaissons. Ce n'est pas simplement un problème de galaxies formées un peu plus vite. C'est une erreur de développement fondamentale, comme voir un élève de maternelle résoudre des équations de mécanique quantique. Au cœur de cette impossibilité se trouve l'efficacité de la formation stellaire, ou en termes scientifiques, la constante epsilon. Ce concept est un rapport qui exprime quelle proportion du gaz à l'intérieur d'une galaxie se transforme réellement en étoile. Car, dans notre univers moderne, ce taux ne dépasse généralement pas 10 à 20%. Lorsqu'un nuage de gaz s'effondre pour former une étoile, la puissante pression de radiation et les vents stellaires qui émergent de ce processus repoussent le gaz environnant vers l'extérieur. Cela empêche la formation de nouvelles étoiles. Ce processus, appelé mécanisme de rétroaction, est une sorte de frein de sécurité qui maintient sous contrôle la croissance des galaxies dans l'univers. Mais, lorsque vous prenez votre calculatrice pour expliquer la masse des premières galaxies trouvées par James Webb, vous arrivez à la conclusion étrange que cette efficacité de formation stellaire doit être proche de 100%. Autrement dit, tout le gaz de la galaxie aurait dû se transformer en étoile simultanément, sans gaspiller une seule goutte et sans rencontrer aucune résistance physique. C'est physiquement impossible. Comment une transformation aussi parfaite et rapide a-t-elle pu se produire sur le champ de bataille impitoyable de la gravité et de la pression de radiation? Si cela est vrai, soit il existe une voie ultra rapide que nous ne connaissons pas dans le processus de transformation du gaz en étoile, soit les lois de la physique de l'univers primordial avaient des paramètres complètement différents de ceux d'aujourd'hui. Cette énigme de la masse devient encore plus sérieuse lorsqu'elle se heurte aux conditions limites strictes fixées par le fond diffus cosmologique. Le CMB. Le CMB est une carte qui montre la distribution de la matière 390 000 ans après la naissance de l'univers, avec une précision de 1 sur 100 000. Le modèle standard prédit à quelle vitesse ces minuscules graines peuvent croître en milliards d'années sous l'effet de la gravité. Mais les résultats de James Webb montrent que ces graines ont grandi de manière beaucoup plus rapide et explosive que prévu, formant une forêt gigantesque. Il n'est pas possible d'établir un lien mathématique entre l'état initial, observé, le CMB, et l'état intermédiaire observé, les galaxies du JWST. Il y a une rupture logique. En fin de compte, il y a une chose que nous devons accepter. Non, ces galaxies impossibles découvertes par James Webb ne sont pas une simple erreur d'observation. Elles sont des signaux d'alarme nous informant qu'il y a une faille fondamentale dans notre façon de comprendre la chronologie de l'univers. En un temps aussi court que 300 millions d'années, l'univers avait déjà construit une métropole de galaxies matures. Cela signifie que la vitesse de construction de l'univers a largement dépassé la limite de vitesse que nous lui avions autorisée. Mais ce n'est que le début, car au cœur de ces galaxies géantes, des monstres encore plus incompréhensibles attendent dans l'ombre. Si la galaxie elle-même s'est formée si rapidement, les trous noirs supermassifs en son centre. Comment allons-nous les expliquer? Cette question dépasse le simple casse-tête astronomique, car c'est un défi qui met à l'épreuve
l'un des principes les plus fondamentaux de la physique, la loi de la causalité, qui veut qu'une cause précède un effet. C'est comme voir une forêt d'arbres centenaires géants couvrir le vaste jardin de l'univers, avant même que les graines n'aient été plantées. Nous sommes les témoins de ce spectacle incroyable. Pour plonger au cœur de ce problème, nous devons nous pencher sur la limite physique qui détermine la croissance d'un trou noir, la limite d'Eddington. Car un trou noir augmente sa masse en avalant le gaz qui l'entoure. Mais ce processus n'est pas une attraction à sens unique. Alors que le gaz est attiré vers l'horizon des événements du trou noir, il s'échauffe sous l'effet de l'immense énergie gravitationnelle et émet une lumière aveuglante que nous observons sous le nom de quasar. C'est là qu'un paradoxe apparaît. Cette lumière intense émise par le trou noir, la pression de radiation, crée une force qui repousse vers l'extérieur le gaz qui tente de tomber à l'intérieur. Autrement dit, plus le trou noir essaie de se nourrir goulûment, plus la lumière qu'il émet repousse sa nourriture. La limite d'Eddington est le point où la force de gravité qui attire le gaz vers l'intérieur s'équilibre avec la force de la pression lumineuse qui le repousse vers l'extérieur. Elle définit la vitesse de croissance maximale qu'un trou noir peut théoriquement atteindre. Si selon cette limite, il faudrait des milliards d'années pour qu'une graine de trou noir stellaire ordinaire, ayant quelquefois la masse du Soleil, atteigne des milliards de masses solaires. Mais James Webb a confirmé l'existence de trous noirs qui avaient déjà atteint des milliards de masses solaires, alors que l'univers n'avait que 700 millions d'années. Et même avant. C'est comme si un bébé d'une semaine pesait 100 kg. L'équation du temps ne fonctionne absolument pas. C'est pourquoi les scientifiques envisagent 2 scénarios radicaux pour combler cet immense écart de temps. Le premier est de partir des restes des premières étoiles de l'univers. Les étoiles de population 3. On pense que ces étoiles avaient des centaines de fois la masse du Soleil. Mais même les graines qu'elles ont laissées ne suffisent pas à expliquer cette croissance vertigineuse. C'est là qu'intervient une deuxième idée beaucoup plus audacieuse. Les trous noirs à effondrement direct, DCBH. Cette théorie envisage un processus qui saute complètement l'étape de l'étoile. Elle suppose qu'un nuage de gaz massif dans l'univers primordial, au lieu de se fragmenter en étoile, s'est transformé directement en un trou noir géant sous l'effet d'une force de gravité écrasante. Si cela est vrai, les trous noirs pourraient avoir commencé leur vie avec des grains de poids lourds allant jusqu'à 100 000 masses solaires. Pourtant, pour que cet effondrement direct se produise, des conditions très spéciales et rares sont nécessaires. Comme un champ de rayonnement ultraviolet extrêmement puissant pour empêcher le nuage de gaz de se refroidir. Webb recherche maintenant les preuves de cet effondrement direct. De plus, les petits points rouges capturés par James Webb approfondissent encore ce mystère, car la masse des trous noirs dans ces objets est anormalement grande par rapport à la masse stellaire totale de la galaxie à laquelle ils appartiennent. Dans l'univers moderne, il existe un rapport constant d'environ 1000 pour 1 entre la masse du bulbe central de la galaxie et la masse du trou noir central. Ceci est connu sous le nom de coévolution et était considéré comme la preuve que la galaxie et le trou noir grandissent en harmonie, régulant mutuellement leur croissance. Mais, dans l'univers primordial, ce rapport est complètement faussé. Dans certains cas, la masse du trou noir représente 10% ou même plus de la masse stellaire totale de la galaxie.
Cela montre que, dans l'univers primordial, le trou noir n'a pas attendu la croissance de la galaxie. Il a déclenché une rébellion, pour ainsi dire, à lui tout seul. En bref, le tableau que nous avons sous les yeux est un chaos total. Il y a des galaxies incroyablement grandes qui se sont formées bien plus tôt que ce que l'univers permettait. Au centre de ces galaxies se trouvent des trous noirs géants qui ont grandi beaucoup plus vite que ne le permettent les lois connues de la physique. Et ces trous noirs ont complètement violé la loi d'harmonie avec les galaxies auxquelles ils appartiennent. L'histoire d'un univers lent, ordonné et prévisible que nous racontait le modèle standard se fragmente un peu plus à chaque nouvelle donnée de Webb. Au-delà de toute cette complexité théorique, que nous montre réellement le télescope de James Webb, à quoi ressemblent ces objets appelés petits points rouges? Quelle histoire leur lumière nous raconte-t-elle? Il est temps de quitter la vallée brumeuse de la théorie et de suivre la trace des preuves concrètes capturées par les yeux dorés de Webb, la trace de cette lumière rouge dérangeante. Et cette lumière rouge dérangeante racontait une histoire qui allait mettre le feu au texte sacré de la cosmologie. Les théories et les prédictions sont terminées. Il ne reste plus que les faits, nus et impitoyables. Car les yeux dorés de James Webb ont regardé dans le coin le plus sombre de l'univers. Et là, ils ont vu des choses qui ne devraient pas exister. Préparez-vous, car maintenant, la véritable onde de choc arrive. Le premier choc s'appelle JADES-GS-Z13-0. Cette galaxie n'aurait pas dû exister. Mais elle était là, une tache rouge, opale, vibrant dans le noir, velouté de l'espace. Mais cette tache a une distance de 13,4 milliards d'années. Murmurait un secret plus ancien que le temps lui-même. Car lorsque la lumière de cette galaxie nous est parvenue, l'univers n'avait que 320 millions d'années. Ce n'est donc qu'un instant dans l'histoire de 13,8 milliards d'années de l'univers. Pas même un millième de seconde. Pourtant, en ce court instant, JADES-G-S-713-0 avait déjà atteint 1 milliard de fois la masse du Soleil. Ce chiffre était au moins 10 fois, et selon certains calculs, 100 fois supérieur à la masse prédite par le modèle standard, lambda, C, dm, pour cette période. Cela ne peut s'expliquer par le travail lent et patient de la gravité. Cela anéantissait la théorie selon laquelle l'univers a été construit de bas en haut. Les lois de la physique n'auraient pas dû le permettre. Cette galaxie aurait dû se former par la fusion de petits morceaux sur des milliards d'années. Mais elle se tenait devant nous comme un géant pleinement mature, comme si elle avait juré de briser toutes les règles. Mais la véritable impossibilité est apparue en regardant au cœur de ces galaxies, car là, il y avait des monstres qui se moquaient du temps lui-même, des trous noirs supermassifs, et ils ne suivaient pas les règles. Dans l'univers moderne, il y a un rapport d'environ 1000 pour 1 entre la masse du bulbe central d'une galaxie et la masse de son trou noir central. C'était comme une loi de la nature. Mais, dans ces premières galaxies observées par Webb, cette loi a été pulvérisée, car la masse des trous noirs dans ces objets atteignait 1/10 Asnarts et parfois même plus de la masse stellaire totale de la galaxie. Cela signifiait que le rapport n'était pas de 1000 pour 1, mais de 10 pour 1. Les trous noirs étaient donc 100 fois plus gros qu'ils n'auraient dû l'être. Une croissance qui aurait dû prendre des milliards d'années s'était achevée en seulement 500 à 700 millions d'années. Cela signifiait que la limite d'Eddington,
la limite de vitesse de croissance d'un trou noir, avait été dépassée des centaines de fois. Cela ne devait pas être physiquement possible. Les scientifiques n'en ont pas cru leurs yeux lorsqu'ils ont vu ces données. C'était aussi incroyable qu'une fourmi avalant un éléphant. Et juste au moment où nous pensions que les choses ne pouvaient pas devenir plus compliquées, Webb a donné un cours de chimie. Mais c'était un cours impossible, car l'instrument NIRSPEC de Webb a décomposé la lumière de ses premières galaxies en ses composants, et il y a trouvé des choses qui ne devraient pas être là. De l'oxygène, du carbone, de l'azote, ces éléments, tout ce que les astronomes appellent métaux, ne pouvaient pas exister au début de l'univers. Ils ne sont forgés que dans les fourneaux nucléaires des étoiles et ne sont dispersés dans l'espace que lorsque les étoiles meurent, en explosant en supernova. Ce processus doit se répéter plusieurs fois, c'est-à-dire que plusieurs générations d'étoiles doivent vivre et mourir, un cycle qui dure des milliards d'années. Mais Webb a montré que ces métaux existaient déjà, alors que l'univers n'avait que 200 à 300 millions d'années. Ces galaxies étaient même remplies de composés complexes de silicate et de carbone connus sous le nom de poussière cosmique. La formation de la poussière prend encore plus de temps que la formation des métaux. Comment cela était-il possible? Et c'était comme trouver dans le sang d'un nouveau-né les traces accumulées d'une vie de 80 ans. La chronologie était complètement fausse. Ces galaxies semblaient avoir été construites à partir des cendres d'étoiles qui n'étaient pas encore nées. Voilà donc les découvertes. Des galaxies d'une taille impossible se tenant au début des temps. À l'intérieur, des trous noirs voraces qui ont grandi en défiant les lois de la physique. Et ils font tout cela dans une soupe chimique remplie d'éléments qui ne devraient pas encore exister. Les scientifiques ne savent plus comment expliquer ces données choquantes. Chaque découverte, prise isolément, mettait déjà le modèle standard à rude épreuve. Mais, lorsqu'elles sont toutes apparues ensemble, au même endroit, au même moment, cela est devenu plus qu'une crise. C'était le début d'une révolution. Pourtant, la pièce la plus surprenante de ce puzzle n'était pas encore apparue, car ces objets n'étaient pas seulement grands et précoces. Ils étaient aussi incroyablement denses. Voilà la pièce la plus déroutante du puzzle, car ces petits points rouges avaient entassé presque autant d'étoiles que notre Voie lactée dans une zone des centaines de fois plus petite. C'est comme essayer de faire tenir toute la population de la Chine sur l'île de Manhattan. Cela semblait physiquement impossible. Mais les données de Webb disaient le contraire. Ces galaxies n'étaient pas de larges disques étalés comme la nôtre. Elles étaient des structures compactes et exiguës où les étoiles étaient dangereusement proches les unes des autres. Le fait qu'autant de matière puisse coexister dans un espace si restreint indiquait que les halos de matière noire de l'univers primordial, le squelette invisible qui maintient les galaxies ensemble, formaient des puits gravitationnels beaucoup plus profonds et abrupts que nous le pensions. La matière noire froide du modèle standard devrait se déplacer lentement et former les structures progressivement. Mais ces découvertes pointaient vers un scénario plus chaud ou dynamique, comme si la matière noire avait préparé des structures géantes dès le début et y avait rapidement attiré la matière normale. Cette situation nous a amenés à remettre en question l'hypothèse même de la matière noire froide. L'un des piliers fondamentaux du modèle lambda, CDM, car si la nature de la matière noire est différente de ce que nous pensions, nous devrons peut-être réécrire toute l'histoire de la formation des structures de l'univers.
Et c'est à ce moment précis qu'une autre découverte choquante est venue lier toutes ces anomalies. La tension de Hubble. Ce n'était pas tant une découverte qu'un paradoxe. D'un côté, nous avons notre modèle théorique qui estime la vitesse d'expansion de l'univers en se basant sur le fond diffus cosmologique, CMB. Selon ce modèle, la vitesse d'expansion de l'univers, Ralaxas, la constante de Hubble, est d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. De l'autre côté, nous avons la valeur que nous mesurons en observant directement l'univers actuel avec des télescopes comme James Webb et Hubble. Selon cette valeur, la constante de Hubble est d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. La différence est trop grande pour être une simple erreur de mesure. Une chance sur 1 million. On s'attendait à ce que Webb mette un point final à ce débat. Mais Webb a confirmé que le chiffre de 73 était correct, que les observations n'étaient pas erronées. Cela signifiait que le pont entre la physique de l'univers primordial et la physique de l'univers actuel était rompu. Cette tension était comme un poignard planté au cœur de la cosmologie. Car si ces deux chiffres sont corrects, alors notre modèle standard qui comble le fossé entre eux doit être absolument faux. C'est pourquoi les scientifiques sont maintenant contraints de mettre sur la table même les idées les plus radicales. Et peut-être existait-il quelque chose appelé énergie sombre précoce. Peut-être y avait-il une force de répulsion mystérieuse dans les premiers instants de l'univers, qui a accéléré l'expansion plus que prévu. Ou peut-être que la gravité elle-même n'est pas une loi constante, comme le décrivait Einstein, mais quelque chose qui change avec le temps et l'échelle. Ces théories de la gravité modifiée, si elles sont vraies, pourraient être la plus grande révolution depuis Newton et Einstein. Car cela pourrait non seulement expliquer pourquoi les galaxies se sont formées si rapidement, mais aussi la tension de Hubble. Mais cela soulevait d'autres questions. Si l'âge de l'univers est plus jeune que nous le pensions, il restait encore moins de temps pour que ces galaxies impossibles se forment. C'était résoudre un paradoxe en créant un autre. En bref, James Webb ne nous a pas seulement envoyé de belles images. Il nous a fourni une liste de preuves montrant que toutes les réponses que nous avions aux questions les plus fondamentales de la cosmologie pourraient être fausses. Des galaxies dont l'existence est impossible, des trous noirs qui bouleversent la physique, des éléments chimiques qui ne devraient pas exister, et deux vitesses de l'univers qui ne correspondent jamais. Lorsque toutes ces pièces s'assemblent, un seul résultat émerge. Le modèle de l'univers que nous connaissons échoue à expliquer les premiers instants de l'univers. Mais, au milieu de tout ce chaos, se cachent aussi des indices sur le fonctionnement de ces structures impossibles. Les étoiles à l'intérieur de ces galaxies, l'énergie émise par les trous noirs, le mouvement du gaz. Comment fonctionnent ces mécanismes? Il est maintenant temps d'ouvrir le capot de ces systèmes chaotiques et de comprendre la mécanique folle qui s'y déroule. Car les réponses se trouvent dans les plus petits détails de ce mécanisme. Mais que se cache-t-il sous le capot de tous ces systèmes chaotiques? Quels sont les mécanismes qui permettent à ces structures apparemment impossibles de fonctionner? Faisons maintenant un pas en arrière par rapport à l'excitation créée par ces découvertes choquantes et embarquons pour un voyage plus lent et plus profond pour comprendre comment fonctionnent ces machines cosmiques. Car la clé pour résoudre ces mystères ne réside pas seulement dans ce que James Webb voit, mais aussi dans comment il le voit et dans la compréhension de la physique derrière ces données. Notre première étape dans ce voyage est un principe fondamental qui rend toutes ces découvertes possibles,
le décalage vers le rouge. Ce concept est simplement une conséquence de l'expansion de l'univers. Tout comme le son de la sirène d'une ambulance s'éloignant de vous devient de plus en plus grave. La longueur d'onde de la lumière provenant d'une galaxie qui s'éloigne de nous s'allonge et se déplace vers l'extrémité rouge du spectre électromagnétique. Plus le décalage vers le rouge est important, plus cet objet est lointain et ancien. La révolution de Webb dans ce domaine vient de son fonctionnement dans le spectre infrarouge. Les télescopes précédents comme Hubble se concentrèrent davantage sur la lumière visible. C'était comme avoir une oreille qui ne pouvait entendre que les sons à haute fréquence. Mais la lumière des plus anciennes galaxies de l'univers a été tellement décalée vers le rouge au cours de son voyage de plus de 13 milliards d'années que, lorsqu'elle nous parvient, ce n'est plus de la lumière visible, mais une lumière entièrement infrarouge. Le miroir géant, plaqué or de 6,5 mètres de Webb et ses détecteurs infrarouges ultra-sensibles comme MIRI, fonctionnant à moins 233 degrés Celsius, sont comme une oreille parfaite, capable d'entendre même ces sons les plus faibles et les plus graves. Car Webb peut observer la plage de longueur d'onde de 0,6 à 28,5 microns, alors que la limite de Hubble se situait à environ 2,5 microns. C'est pourquoi Webb est le premier télescope à nous ouvrir un univers au-delà d'un décalage vers le rouge de Z égale 7, c'est-à-dire les 700 premiers millions d'années de l'univers, AXAT, un univers que Hubble ne pourrait jamais voir. Mais Webb ne se contente pas de voir la lumière décalée vers le rouge. Il en identifie également l'identité. C'est là qu'intervient le deuxième mécanisme critique, la spectroscopie, l'art de lire l'empreinte digitale de la lumière. L'instrument NIRSPEC de Webb. Le spectrographe, proche infrarouge, décompose la lumière collective d'une galaxie en ses composants, comme un prisme. Chaque élément, lorsqu'il est chauffé ou ionisé, émet ou absorbe de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, comme un code-barre. NIRSPEC lit ces codes-barres pour nous dire quels éléments se trouvent dans cette galaxie, à quelle température ils sont, et même à quelle vitesse le gaz se déplace. C'est grâce à ce mécanisme que les scientifiques ont trouvé de l'oxygène, du carbone et de l'azote dans un univers aussi jeune. Par exemple, l'arrêt d'émission de l'oxygène doublement ionisé, connu sous le nom de O3, à 500,7 nanomètres, est l'une des preuves les plus solides de la présence d'étoiles jeunes et chaudes. La révolution de Webb dans ce domaine est sa technologie de réseau de micro-obturateurs, qui peut prendre simultanément le spectre de centaines de galaxies différentes. Cette technologie se compose de 250 000 minuscules volets placés sur une surface de la taille d'un timbre-poste. Ces volets peuvent être programmés pour ne laisser passer que la lumière des galaxies intéressantes jusqu'au détecteur, bloquant ainsi le bruit de fond. De cette façon, Webb peut faire en même temps et avec une bien plus grande précision un travail pour lequel Hubble mettait des heures à obtenir le spectre d'une seule galaxie. Cela montre que Webb n'est pas seulement un appareil photo, mais aussi un laboratoire de chimie. Cette analyse chimique nous amène au troisième et plus controversé mécanisme, le recalcul du rapport masse-luminosité. Nous ne pouvons pas peser directement la masse d'une galaxie. À la place, nous regardons sa luminosité et utilisons une formule pour convertir cette luminosité en masse. Cette formule est basée sur des modèles comme la fonction de masse initiale de Salpeter, IMF, qui suppose quelle proportion des étoiles dans une galaxie est grande et quelle proportion est petite.
Dans l'univers moderne, les petites étoiles, comme le Soleil, sont majoritaires et les grandes étoiles sont rares. Mais ces premières galaxies extrêmement brillantes trouvées par James Webb nous ont amenés à remettre en question cette hypothèse. Car il y a deux façons d'expliquer cette luminosité. Soit la galaxie a vraiment 100 fois plus d'étoiles que ne le permet la théorie, soit notre formule masse-luminosité est fausse. La deuxième option, une IMF lourde par le haut, gagne de plus en plus de partisans. Et selon ce scénario, dans l'univers primordial, en raison de l'absence de métaux, seules des étoiles monstres géantes de 100 à 300 fois la masse du Soleil se formaient. Ces étoiles sont des milliers de fois plus brillantes que les petites étoiles par rapport à leur masse. Par conséquent, même en petit nombre, elles rendent la galaxie extrêmement brillante. C'est comme comparer la lumière de 100 ampoules de 10 watts dans une pièce à la lumière de 3 projecteurs de 1000 watts, bien que la puissance totale ne soit pas la même. La luminosité créée par les projecteurs est beaucoup plus grande. Si cette théorie est correcte, alors ces galaxies pourraient ne pas être aussi massives que nous le pensions. Mais, en résolvant ce problème, cela expliquerait parfaitement comment tant de métaux et de poussière ont pu se former si tôt. Car ces étoiles géantes ne vivent que quelques millions d'années et enrichissent rapidement l'univers chimiquement en explosant. Lorsque tous ces mécanismes se combinent, nous comprenons pourquoi James Webb est si révolutionnaire. Il ne voit pas seulement plus loin. Il analyse également la chimie de ce qu'il voit. Et ces analyses nous amènent à remettre en question nos hypothèses les plus fondamentales, à savoir comment les étoiles naissent et comment les galaxies grandissent. Le décalage vers le rouge nous dit quand. La spectroscopie nous dit quoi. Et les nouveaux modèles de masse nous donnent des indices sur le comment. Mais il manque encore une pièce à cette équation. L'architecte principal qui a initié tous ces processus, qui a rassemblé le gaz et façonné ces structures massives, la matière noire. Et Webb a aussi des choses à dire sur la nature de cet architecte invisible, car les formes et les distributions des galaxies sont des indices sur la nature de la matière noire qui les maintient ensemble. Elles portent aussi des indices importants sur sa nature. C'est ici qu'intervient une autre merveille technique de Webb, la lentille gravitationnelle. C'est le télescope naturel le plus puissant de l'univers, prédit par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Tout comme une loupe agrandit les objets derrière elle. Une grande masse comme un amas de galaxies géants courbe la trajectoire de la lumière qui vient de derrière lui et nous la livre agrandie. Webb utilise ces loupes naturelles pour observer les premières galaxies, si faibles et lointaines que nous ne pourrions normalement jamais les voir. Car c'est comme utiliser l'effet de grossissement d'une goutte d'eau pour voir un petit oiseau au fond de la forêt. La puissance de Webb dans ce domaine est la combinaison de sa sensibilité infrarouge et de sa haute résolution. Car la lentille gravitationnelle ne se contente pas d'agrandir la lumière. Elle peut aussi la diviser en plusieurs images ou l'étirer en forme d'arc. L'instrument NIRCam de Webb, la caméra proche infrarouge, capture ces images déformées avec une netteté incroyable. En analysant le degré de déformation de ces images, les scientifiques peuvent cartographier avec une précision stupéfiante la masse de l'amas de galaxies qui sert de lentille. Et plus important encore, la proportion de cette masse qui est de la matière noire. Par exemple, derrière des amas de galaxies géants comme Abell de 1744,
Webb a découvert des centaines de galaxies lentillées de plus de 13 milliards d'années. C'est 10 fois plus que ce que Hubble avait pu trouver dans la même région. Grâce à cette technique, les scientifiques obtiennent donc des preuves que la distribution de la matière noire dans l'univers primordial est beaucoup plus dense et agglomérée que ne le prédit le modèle standard. C'est un nouveau coup porté au modèle de la matière noire, froide. C'est pourquoi toutes ces preuves observationnelles poussent les physiciens théoriciens à développer des modèles alternatifs. L'un des plus intéressants est celui qui soutient l'hypothèse des trous noirs, à effondrement direct DCBH, car selon le modèle standard, lorsqu'un nuage de gaz se refroidit, il se fragmente en centaines ou milliers d'étoiles. Mais pour que le modèle DCBH fonctionne, cette fragmentation doit être empêchée et le nuage de gaz géant de 100 000 masses solaires doit s'effondrer en un seul morceau, directement dans un trou noir. Qu'est-ce qui pourrait provoquer cela? La réponse pourrait être les photons Lyman-Werner. C'est une lumière ultraviolette avec une énergie très spécifique entre 11,2 et 13,6 électronvolts. Ces photons ont la capacité de détruire la molécule la plus importante pour le refroidissement du gaz, HAX, l'hydrogène moléculaire, H2. Tout comme un antibiotique cible une bactérie spécifique. Les photons Lyman-Werner ne détruisent que le H2. Bien que si une explosion d'étoiles déjà formée se produit près d'une jeune galaxie, le rayonnement UV intense qui en émane peut empêcher le refroidissement du nuage de gaz voisin. Un gaz qui ne peut pas refroidir ne peut pas se fragmenter. Et un nuage de gaz massif qui ne se fragmente pas s'effondre sous sa propre gravité pour devenir directement une graine de trou noir géant. La mission de Webb est de trouver les endroits exacts où ce scénario s'est produit, c'est-à-dire une zone brillante avec une formation d'étoiles intense d'un côté, et juste à côté, une zone avec un nuage de gaz sombre et massif, dépourvu de H2. C'est comme une enquête sur une scène de crime cosmique. Et Webb est le détective en chef à la recherche des empreintes de cet événement. Mais, et si le problème n'était pas dans nos modèles, mais dans nos mesures, c'est là qu'intervient un autre mécanisme technique visant à résoudre la tension de Hubble. Le recalibrage des céphéides et de la méthode TRGB avec Webb. La mesure de la distance est comme une échelle. Les marches proches doivent être solides pour que l'on puisse faire confiance aux marches éloignées. L'une des marches les plus importantes de cette échelle est celle des étoiles variables, céphéides, dont la luminosité change avec une période spécifique. En mesurant cette période, on peut trouver la luminosité absolue de l'étoile et en déduire sa distance. Le télescope Hubble avait mesuré la constante de Hubble à 73 en utilisant cette méthode. Mais les critiques affirmaient que la résolution de Hubble était insuffisante et que la lumière des céphéides pouvait se mélanger avec d'autres étoiles dans les champs stellaires denses, rendant la mesure erronée. James Webb a été conçu pour mettre fin à ce débat, car Webb, grâce à sa vision infrarouge, peut percer la poussière interstellaire et, avec sa résolution supérieure, distinguer clairement les céphéides des étoiles environnantes. L'équipe Shoes a refait les anciennes mesures de Hubble en utilisant Webb. Le résultat fut choquant. Webb a prouvé que les mesures de Hubble étaient extrêmement précises, avec une erreur de moins de 1%. Le problème n'était donc pas le télescope, et de plus. Webb a également contre-vérifié les mesures en utilisant des indicateurs de distance complètement différents comme les supernovae de type 1A et la pointe de la branche des géantes rouges, TRGB.
Le résultat était toujours le même, 73. Cela signifiait que la possibilité d'une erreur d'observation était presque entièrement éliminée et que le problème résidait dans la théorie elle-même. En bref, les capacités techniques de Webb ne nous offrent pas seulement de nouvelles découvertes. Elles testent également nos anciennes connaissances avec une précision sans précédent. Ils cartographient la matière noire avec la lentille gravitationnelle. Documentent la chimie impossible avec la spectroscopie et approfondit le plus grand paradoxe de la cosmologie en recalibrant les chandelles standards. Tous ces mécanismes nous poussent vers une seule conclusion dérangeante. Tout ce que nous comprenons des premiers instants de l'univers doit être révisé. Mais ce qui est vraiment excitant, au-delà de toutes ces analyses techniques et de ces données froides, c'est là où ces découvertes nous mènent. Il ne s'agit pas seulement de corriger des équations, il s'agit de réécrire l'histoire la plus fondamentale de l'univers lui-même. Il est temps maintenant de laisser de côté ces détails techniques et de progresser vers le point culminant de cette révolution, vers les moments les plus excitants de l'effondrement du modèle standard et de la naissance d'une nouvelle cosmologie. Car les données de Webb n'offrent pas seulement une crise, mais aussi une opportunité incroyable, une opportunité de révéler les plus grands secrets de l'univers. Mais, au-delà de toutes ces analyses techniques et de ces données froides, la véritable tempête faisait rage, car Webb ne se contentait pas de corriger des équations. Il réécrivait le livre saint de la cosmologie, page par page, règle par règle. Et maintenant, nous arrivons à la section la plus sismique de ce livre. Le point culminant. Ce n'est plus une crise, c'est une révolution. Nous ne ralentissons plus. Le tempo est au maximum. Attachez vos ceintures, car maintenant, vous allez assister à ces moments où les limites de la science sont dépassées, où l'impossible devient réalité. Obtiennent donc des preuves que la distribution de la matière noire dans l'univers primordial est beaucoup plus dense et agglomérée que ne le prédit le modèle standard. C'est un nouveau coup porté au modèle de la matière noire, froide. C'est pourquoi toutes ces preuves observationnelles poussent les physiciens théoriciens à développer des modèles alternatifs. L'un des plus intéressants est celui qui soutient l'hypothèse des trous noirs, à effondrement direct DCBH. Car selon le modèle standard, lorsqu'un nuage de gaz se refroidit, il se fragmente en centaines ou milliers d'étoiles. Mais pour que le modèle DCBH fonctionne, cette fragmentation doit être empêchée et le nuage de gaz géant de 100 000 masses solaires doit s'effondrer en un seul morceau, directement dans un trou noir. Qu'est-ce qui pourrait provoquer cela? La réponse pourrait être les photons Lyman-Werner. C'est une lumière ultraviolette avec une énergie très spécifique, entre 11,2 et 13,6 électronvolts. Ces photons ont la capacité de détruire la molécule la plus importante pour le refroidissement du gaz, HAX, l'hydrogène moléculaire, H2. Tout comme un antibiotique cible une bactérie spécifique. Les photons Lyman-Werner ne détruisent que le H2. Et si une explosion d'étoiles déjà formée se produit près d'une jeune galaxie, le rayonnement UV intense qui en émane peut empêcher le refroidissement du nuage de gaz voisin. Un gaz qui ne peut pas refroidir ne peut pas se fragmenter. Et un nuage de gaz massif qui ne se fragmente pas s'effondre sous sa propre gravité pour devenir directement une graine de trou noir géant. La mission de Webb est de trouver les endroits exacts où ce scénario s'est produit, c'est-à-dire une zone brillante avec une formation d'étoiles intense d'un côté, et juste à côté, une zone avec un nuage de gaz sombre et massif, dépourvu de H2.
C'est comme une enquête sur une scène de crime cosmique. Et Webb est le détective en chef à la recherche des empreintes de cet événement. Mais, et si le problème n'était pas dans nos modèles, mais dans nos mesures, c'est là qu'intervient un autre mécanisme technique visant à résoudre la tension de Hubble. Le recalibrage des céphéides et de la méthode T, R, G, B avec Webb. La mesure de la distance est comme une échelle. Les marches proches doivent être solides pour que l'on puisse faire confiance aux marches éloignées. L'une des marches les plus importantes de cette échelle est celle des étoiles variables, céphéides, dont la luminosité change avec une période spécifique. En mesurant cette période, on peut trouver la luminosité absolue de l'étoile et en déduire sa distance. Le télescope Hubble avait mesuré la constante de Hubble à 73 en utilisant cette méthode. Mais les critiques affirmaient que la résolution de Hubble était insuffisante et que la lumière des céphéides pouvait se mélanger avec d'autres étoiles dans les champs stellaires denses, rendant la mesure erronée. James Webb a été conçu pour mettre fin à ce débat, car Webb, grâce à sa vision infrarouge, peut percer la poussière interstellaire et, avec sa résolution supérieure, distinguer clairement les céphéides des étoiles environnantes. L'équipe Shoes a refait les anciennes mesures de Hubble en utilisant Webb. Le résultat fut choquant. Webb a prouvé que les mesures de Hubble étaient extrêmement précises, avec une erreur de moins de 1%. Le problème n'était donc pas le télescope, et de plus. Webb a également contre-vérifié les mesures en utilisant des indicateurs de distance complètement différents comme les supernovae de type 1A et la pointe de la branche des géantes rouges, TRGB. Le résultat était toujours le même, 73. Cela signifiait que la possibilité d'une erreur d'observation était presque entièrement éliminée et que le problème résidait dans la théorie elle-même. En bref, les capacités techniques de Webb ne nous offrent pas seulement de nouvelles découvertes. Elles testent également nos anciennes connaissances avec une précision sans précédent. Ils cartographient la matière noire avec la lentille gravitationnelle. Documentent la chimie impossible avec la spectroscopie et approfondit le plus grand paradoxe de la cosmologie en recalibrant les chandelles standards. Tous ces mécanismes nous poussent vers une seule conclusion dérangeante. Tout ce que nous comprenons des premiers instants de l'univers doit être révisé. Mais ce qui est vraiment excitant, au-delà de toutes ces analyses techniques et de ces données froides, c'est là où ces découvertes nous mènent. Il ne s'agit pas seulement de corriger des équations, il s'agit de réécrire l'histoire la plus fondamentale de l'univers lui-même. Il est temps maintenant de laisser de côté ces détails techniques et de progresser vers le point culminant de cette révolution, vers les moments les plus excitants de l'effondrement du modèle standard et de la naissance d'une nouvelle cosmologie. Car les données de Webb n'offrent pas seulement une crise, mais aussi une opportunité incroyable, une opportunité de révéler les plus grands secrets de l'univers. Mais, au-delà de toutes ces analyses techniques et de ces données froides, la véritable tempête faisait rage, car Webb ne se contentait pas de corriger des équations. Il réécrivait le livre saint de la cosmologie, page par page, règle par règle. Et maintenant, nous arrivons à la section la plus sismique de ce livre. Le point culminant. Ce n'est plus une crise, c'est une révolution. Nous ne ralentissons plus. Le tempo est au maximum. Attachez vos ceintures, car maintenant, vous allez assister à ces moments où les limites de la science sont dépassées, où l'impossible devient réalité. La première vague, GN-Z11,
C'était un recordman. Mais il n'était pas là pour battre un record. Il était là pour révéler un secret. Découverte par Hubble, elle avait décroché le titre de la galaxie la plus lointaine de l'histoire. Un décalage vers le rouge de Z égale 11, c'est-à-dire quand l'univers n'avait que 400 millions d'années. Mais quand Webb l'a regardé, il a vu quelque chose que tout le monde avait manqué. Au cœur de G, N-0, 11, il y avait un trou noir incroyablement actif et vorace. Un monstre d'1,6 million de fois la masse du Soleil. Ce chiffre était choquant en soi, car l'existence d'un trou noir aussi massif dans un univers de cet âge ne pouvait s'expliquer par la limite d'Eddington. Pourtant, le vrai choc n'était pas là. Le vrai choc, c'était la vitesse de croissance de ce trou noir. Les données montraient qu'il avalait de la matière à une vitesse 5 fois supérieure à la limite d'Eddington. C'était physiquement impossible. C'était comme un verre se remplissant avec 5 fois plus d'eau qu'il ne peut en contenir. Comment était-ce possible? Lorsque cette découverte a été publiée dans la revue Nature, le monde scientifique s'est divisé. Car soit nos théories sur la croissance des trous noirs étaient complètement fausses, soit il existait des autoroutes super efficaces, inconnues, qui transportaient la matière vers les trous noirs dans les premiers instants de l'univers. N-11 n'était pas juste une galaxie, c'était un drapeau de rébellion, déclarant que les trous noirs n'avaient pas à obéir aux lois de l'univers. Mais ce n'était que le début, car Webb a regardé plus profondément. Et là, il a trouvé la galaxie de Mésis, nommée d'après l'anniversaire de la fille du chef de projet. Cette galaxie était plus une énigme qu'un cadeau. Son décalage vers le rouge a été mesuré à Z égale 11,4. Cela signifiait que l'univers n'avait que 390 millions d'années. Mais la galaxie de Mésis ne pouvait pas être une galaxie bébé à cet âge, car l'analyse spectrale de Webb a montré qu'elle possédait une population stellaire étonnamment développée. Cela signifiait que le processus de formation d'étoiles à l'intérieur de la galaxie avait dû commencer au moins 100 millions d'années plus tôt que prévu. Donc, quand l'univers avait 290 millions d'années. C'était encore plus tôt que la date la plus précoce autorisée par le modèle standard. Comment était-ce possible? C'était comme voir le 10e étage d'un bâtiment en construction avant même que les fondations ne soient en posées. Les scientifiques ont vérifié et revérifié ces données pour voir s'il y avait une erreur. Mais à chaque fois, le résultat était le même. La galaxie de Mésis se tenait comme un fantôme dans la chronologie de l'univers. Par sa simple existence, elle remettait en question l'hypothèse la plus fondamentale de la cosmologie, l'idée que le temps s'écoule vers l'avant. Et la tempête s'est encore intensifiée, comme le chat de Schrödinger, à la fois là et pas là. Voici ceux qui sont aussi brillants que le Big Bang lui-même. Ce n'était pas une blague, c'était le titre d'un article. Car Webb a découvert des objets incroyablement brillants, compacts et rouges, avec un décalage vers le rouge entre 10 et 12, c'est-à-dire dans les 300 à 400 premiers millions d'années de l'univers. Ces objets étaient si brillants que si toute leur lumière provenait des étoiles, cela signifierait que 100% et parfois même 200% du gaz de cette galaxie aurait dû se transformer en étoile. Cela violait la loi de la conservation de l'énergie. C'était l'impossible au carré. Qu'étaient ces objets? Ils ont été appelés OBN, objets outrageusement grands. Mais même ce nom était insuffisant.
car il n'y avait qu'une seule explication. La majeure partie de cette lumière ne venait pas des étoiles. Cette lumière provenait des quasars géants et cachés en leur centre, des trous noirs supermassifs en train de se nourrir. La masse de ces trous noirs devait être comprise entre 10 et 100 millions de fois la masse du Soleil. Mais Hadakats. Le problème était le suivant. Ces objets n'étaient pas des galaxies. Ils étaient le trou noir lui-même. La galaxie n'était qu'un ornement autour du trou noir. C'était la preuve la plus solide, soutenant la théorie « les trous noirs d'abord », l'hypothèse des trous noirs à effondrement direct. L'univers avait d'abord créé les trous noirs, et les galaxies s'étaient ensuite formées autour d'eux. Cela inversait tout le paradigme, et à cet instant précis. Le plus grand record de l'histoire a été battu, en silence, sans drame. Mais ses conséquences étaient apocalyptiques. J-A-D-E-S-G-S-Z13-0. Vous en aviez déjà entendu parler. Mais, maintenant la voici avec son décalage vers le rouge confirmé. Z égale 13,2. Cela signifiait que l'univers n'avait que, et seulement, que là 320 millions d'années. C'était l'objet céleste le plus lointain et le plus ancien jamais confirmé dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, ce record n'était pas sa seule caractéristique, car JADES-GS-Z13-0 n'était pas seulement précoce, elle était complètement formée. Une galaxie mature d'environ 1 milliard de masses solaires, avec une structure de disque régulière, chimiquement enrichie. C'était comme prendre l'histoire de l'évolution de 13,8 milliards d'années du modèle standard et essayer de la faire tenir dans une période de 320 millions d'années. C'était impossible. Il ne suffisait plus de dire « quelque chose ne va pas ». Tout était faux. Et cette seule galaxie prouvait à elle seule que le modèle lambda C-DM de la cosmologie était totalement incapable d'expliquer les 500 premiers millions d'années de l'univers. Le monde scientifique est resté silencieux, car ce n'était pas juste une anomalie, c'était un verdict. Le certificat de décès du modèle standard. Des trous noirs monstrueux dont l'existence est impossible. Des galaxies fantômes qui brisent la chronologie. Des objets démesurément grands qui violent la physique. Et enfin, la galaxie la plus ancienne de l'histoire, qui a planté le dernier clou dans le cercueil du modèle standard. Ces découvertes de Webb ne sont pas les pièces manquantes d'un puzzle. Ce sont les pièces d'un puzzle entièrement différent. Alors, que nous raconte ce nouveau puzzle? Quelles sont les règles de ce nouvel univers? La somme de ces découvertes a une signification bien plus grande que ce que raconte une seule galaxie ou un seul trou noir. Car cela ne signifie pas seulement que quelques détails sont faux, cela signifie que toute l'histoire est fausse. C'est pourquoi nous allons maintenant assembler les pièces, car la somme de ces découvertes pointe vers une vérité bien plus grande, bien plus sismique que chacune d'entre elles, prise individuellement. C'est l'image d'un nouvel univers. Un univers plus rapide, plus violent et plus créatif. Et à la porte de cet univers se tient le messager de l'une des plus grandes révolutions scientifiques de l'histoire. Et voici ce messager, l'aube cosmique. L'instant où l'univers a allumé ses premières lumières. Trouver cet instant était le saint Graal de l'astronomie. Et Webb a trouvé ce Graal. C'est pas mais. Le Graal était rempli d'une manière inattendue. Les scientifiques pensaient qu'il avait fallu environ 1 milliard d'années à l'univers pour achever cette période appelée rayonisation, c'est-à-dire pour que la lumière émise par les premières étoiles et galaxies dissipe le brouillard d'hydrogène neutre qui enveloppait l'univers. Cela aurait dû être un processus lent et graduel,
Mais Webb, en utilisant les quasars les plus lointains comme des phares cosmiques, a analysé la lumière traversant ce brouillard. Et les résultats étaient incroyables. L'univers avait été nettoyé bien plus tôt que prévu. Cela signifiait que le processus de rayonisation était presque terminé, alors que l'univers n'avait que 600 à 700 millions d'années. Comment était-ce possible? Quelle source d'énergie pouvait accomplir un travail aussi énorme en si peu de temps? La réponse devait être les étoiles de population 3, les premières étoiles géantes et sans métal de l'univers. Pourtant, l'existence d'autant d'étoiles de population 3 nécessitait une efficacité de formation d'étoiles 100 fois supérieure à celle prédite par le modèle standard. Ou alors, ce n'étaient pas seulement les étoiles qui faisaient le travail. Cette énergie colossale aurait pu être fournie par les rayons X et les jets émis par ces mystérieux premiers trous noirs. Cette découverte de Webb a avancé le âge de l'aube cosmique de centaines de millions d'années. Cela a prouvé que l'enfance de l'univers avait été beaucoup plus courte et beaucoup plus violente que nous le pensions. Au lieu de ramper dans l'obscurité, l'univers s'était mis debout, pour ainsi dire, chapch, avec une explosion. Mais qu'y avait-il au centre de cette explosion? La réponse était de chasser un fantôme, les étoiles de population 3. Elles existaient en théorie, mais elles n'avaient jamais été vues. Ces monstres faits d'hydrogène et d'hélium, purs des centaines de fois la masse du Soleil, devaient être la source de la première lumière. Mais les voir individuellement était impossible, car elles avaient une vie très courte et étaient très lointaines, jusqu'à ce que Webb regarde le spectre de G N-Z11, là, juste à côté de la galaxie G N-Z11. Il a découvert un nuage de gaz avec un spectre incroyablement pur. Ce nuage ne contenait presque pas de métaux, mais en même temps, il contenait de l'hélium incroyablement chaud et ionisé. Pour ioniser l'hélium à ce degré, une source de rayonnement beaucoup plus chaude et beaucoup plus intense que les étoiles normales est nécessaire. Il n'y avait qu'une seule explication logique. À l'intérieur de ce nuage de gaz, un groupe d'étoiles de population 3 brûlait encore. C'était la première preuve indirecte d'une communauté d'étoiles de population 3. C'était le moment où la légende prenait chair et os. Ces étoiles n'avaient une durée de vie que de 2 millions d'années, et Webb les avait capturées précisément à ce court instant. Cette découverte confirmait presque la théorie d'une fonction de masse initiale lourde par le haut. L'idée que seules des étoiles géantes naissaient dans l'univers primordial. Cela expliquait comment le premier enrichissement chimique de l'univers et la production de poussière avaient pu se produire si rapidement. Ces étoiles légendaires n'étaient plus non plus des fantômes. Elles étaient les moteurs créatifs de l'univers. Et ces moteurs ne créant pas seulement des éléments, ils façonnaient l'univers lui-même. La solution à la tension de Hubble était peut-être cachée dans cette nouvelle physique. Car si les débuts de l'univers étaient beaucoup plus énergétiques et dynamiques que nous le pensions, alors notre modèle standard, qui relie l'univers jeune et l'univers tardif, pourrait être fondamentalement défectueux. C'est là que la théorie de Hall, la énergie sombre, précoce, entre en jeu. C'est que selon cette théorie, pendant les quelques centaines de milliers d'années qui ont suivi le Big Bang, il y avait une composante d'énergie sombre, supplémentaire et temporaire qui poussait l'expansion de l'univers. Cette poussée aurait modifié la taille de l'horizon sonore de l'univers, c'est-à-dire la taille des fluctuations du fond, diffus cosmologique, CMB. Si cela était vrai,
La constante de Hubble que nous calculons à partir des données du CMB 67 serait basée sur une hypothèse de départ erronée. Cette nouvelle physique pourrait rapprocher la valeur de 73. Les découvertes de Webb sur les étoiles de population 3 et les trous noirs précoces offrent des preuves indirectes de l'existence de cette source d'énergie supplémentaire, car une production d'énergie aussi intense a pu affecter le budget énergétique global de l'univers, et donc sa dynamique d'expansion. C'est l'une des voies les plus prometteuses pour résoudre la tension de Hubble. Mais c'est aussi la plus effrayante, car cela signifie ajouter un nouveau terme aux équations d'Einstein, c'est-à-dire aller au-delà de la physique connue. Toutes ces découvertes révolutionnaires, mises ensemble, nous mènent à une seule grande conclusion. La fin du modèle, lambda CDM. Ce n'est pas une exagération. C'est un fait que de nombreux cosmologistes de premier plan expriment maintenant ouvertement. Le modèle lambda, matière, noire, froide, a fait un excellent travail pour expliquer les 13 derniers milliards d'années de l'univers. Mais, lorsque nous regardons par la fenêtre des 500 premiers millions d'années ouvertes par Webb, le modèle s'effondre complètement. Les incohérences entre les observations et la théorie sont devenues trop grandes pour être expliquées par de petits ajustements ou des solutions astrophysiques. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu en changeant quelques paramètres. C'est un problème de paradigme fondamental. La question n'est plus « Comment pouvons-nous sauver le modèle lambda CDM ?» La question est maintenant « Par quoi allons-nous le remplacer ?» C'est un de ces moments qui n'arrivent qu'une fois par génération en science. Tout comme Copernic a détrôné la Terre et Einstein a détrôné Newton. Webb est en train de détrôner lambda CDM. Et maintenant, les scientifiques sont à la recherche d'une toute nouvelle base théorique pour construire un nouveau modèle standard. L'aube cosmique arrivait plus tôt que prévu. La découverte des étoiles légendaires, l'entrebâillement de la porte vers une solution possible à la tension de Hubble. Et en conséquence de tout cela, la fin d'un règne de 50 ans. Le télescope spatial James Webb ne nous a pas seulement envoyé les photos de l'enfance de l'univers. Il nous a tendu un miroir impitoyable, nous montrant à quel point nos propres dogmes scientifiques sont fragiles. Mais il est temps maintenant de s'arrêter au milieu de ces décombres et de respirer. Lorsque le nuage de poussière créé par cette destruction se dissipera, que restera-t-il? Au-delà de tous ces chiffres, théories et records, que signifient ces découvertes pour nous, en tant qu'humanité? Nous n'accélérons plus, nous ralentissons, car il est maintenant temps de faire face à la question la plus profonde que l'univers nous pose. La réponse que vous donnez à la question « Qui suis-je » ne sera plus jamais la même. Et maintenant, il est temps de s'arrêter au milieu de ces décombres et de respirer, tandis que le nuage de poussière de cette destruction se dissipe. Que reste-t-il? Au-delà de tous ces records, ces chiffres et ces théories, que signifie ce nouvel univers que James Webb nous montre pour nous? En tant qu'humanité, nous n'accélérons plus, nous ralentissons, car il est temps maintenant de faire face à la question la plus profonde que l'univers nous pose. C'est dans cet océan cosmique? Où est exactement notre place? Le premier contraste est le paradoxe de la taille. D'un côté, il y a un univers d'une taille inconcevable que James Webb nous montre. Le diamètre de l'univers observable est de 93 milliards d'années-lumière. Et il abrite au moins 2000 milliards de galaxies. Dans chaque galaxie, des centaines de milliards d'étoiles. Et autour de chaque étoile, d'innombrables mondes en orbite.
dans cette immensité, la galaxie la plus lointaine que Webb a vue, JADES-G S-Z13-0 est à 13,4 milliards d'années-lumière de nous. Mais, de l'autre côté, il y a un être qui comprend cet univers, le mesure et lui donne un sens. Vous. Une structure à base de carbone d'environ 1,7 mètres de haut. Comment ces deux échelles peuvent-elles coexister? Quel est le sens de cet abîme inimaginable entre 93 milliards d'années-lumière et 1,7 mètre? C'est d'une part une vérité tragique, car cela signifie que nous n'atteindrons jamais physiquement ces mondes magnifiques, ces nébuleuses scintillantes, ces galaxies impossibles, même à la vitesse de la lumière. Il faudrait 13,4 milliards d'années pour atteindre JADES-G S-Z13-0. C'est une éternité pour nous. Nous sommes condamnés à cette planète, à ce système solaire, à ce petit quartier galactique. Nous sommes piégés sur une île cosmique et ne pouvons voir les continents de l'autre côté de l'océan qu'à travers la lentille d'un télescope. C'est un sentiment profond de solitude et d'inaccessibilité cosmique. Mais, voici le moment du mais. C'est aussi une belle vérité, car oui, nous sommes petits, oui, nous sommes limités. Pourtant, ces êtres petits et limités, ces corps de 1,7 mètre, portent une conscience capable de peser 93 milliards d'années-lumière dans leur esprit, d'analyser la lumière d'il y a 13,4 milliards d'années et d'écrire les équations du début de l'univers sur un tableau noir. L'univers n'est pas conscient de sa propre grandeur. Mais vous l'êtes. Vous êtes la seule partie de ce mécanisme gigantesque et indifférent qui crée du sens, pose des questions et peut s'émerveiller. Vous ne pouvez peut-être pas aller vers ces galaxies. Mais vous pouvez amener ces galaxies dans votre esprit. Vous faites aussi partie de ce paradoxe. Chaque atome de votre corps a été forgé dans les fourneaux de ces étoiles lointaines. Mais votre esprit peut voir au-delà de ces étoiles. Vous êtes à la fois l'enfant et la conscience de l'univers. Et cela nous amène au deuxième contraste, le paradoxe du temps. Car d'un côté, il y a un univers avec un passé inconcevable de 13,8 milliards d'années qui s'étend vers un avenir presque infini. James Webb nous montre les premiers instants de cette immense chronologie, l'état de l'univers alors qu'il n'avait que 300 millions d'années. La naissance des galaxies prend des milliards d'années, la vie des étoiles des millions d'années, la formation des planètes des centaines de millions d'années. Mais, de l'autre côté, il y a un être qui ne brille qu'un instant dans cet océan infini de temps avant de s'éteindre. Votre vie. En moyenne, 80 ans. 13,8 milliards d'années contre 80 ans. C'est moins que rien. C'est un instant trop court pour être mesuré par rapport au temps lui-même. C'est aussi une vérité tragique, car cela signifie que nous ne pourrons même pas faire l'expérience d'un seul mot, voire d'une seule lettre, de la grande épopée de l'univers. Nous sommes des spectateurs qui ne peuvent voir qu'une seule image de ce film. Nous ne verrons pas notre galaxie entrer en collision avec Andromède. Nous ne regarderons pas le Soleil se transformer en géante rouge. Nous ne serons pas témoins du destin final de l'univers. Nous ne sommes que des figurants éphémères qui apparaissent d'un instant sur cette scène cosmique. Mais, voici encore ce mais. C'est aussi une belle vérité, car ce court instant, ce clin d'œil de 80 ans, est suffisant pour comprendre tout le passé de 13,8 milliards d'années de l'univers. Nous sommes les seuls êtres qui,
dans cette unique image, peuvent comprendre comment le film entier a commencé et comment il pourrait se terminer. Notre temps est peut-être limité. Mais notre conscience peut s'étendre au-delà du temps. Nous pouvons capturer la lumière du passé et écrire les équations du futur. Vous êtes au centre même de ce paradoxe temporel. Votre vie est comme un grain de sable. Mais, à l'intérieur de ce grain de sable, vous portez un esprit capable de dessiner la carte de toute la plage. Vous êtes un souvenir éphémère de l'univers. Mais, vous êtes aussi la mémoire même de l'univers. Vous êtes un miracle capable, en ce court instant, de saisir l'éternité. Cela nous amène au troisième et peut-être plus poignant contraste, le paradoxe de la solitude et de l'unité. D'un côté, il y a un univers rempli de vide, où les galaxies, les étoiles et les mondes sont séparés par des distances inconcevables. Le système stellaire le plus proche, Proxima Centauri, est à 4,2 années-lumière de nous, la grande galaxie la plus proche. Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière. Ces distances rendent la communication et le contact presque impossibles. L'univers apparaît comme un immense archipel d'îles silencieuses et solitaires. Même s'il y a de la vie ailleurs, nos chances de leur parler sont presque nulles. Cela crée un profond sentiment d'isolement cosmique. La question « sommes-nous seuls dans l'univers ?» devient encore plus pesante lorsque nous sommes confrontés à ce vide immense. Mais, de l'autre côté, il y a le fait que tout ce qui compose cet univers est au niveau le plus fondamental, interconnecté. L'atome d'oxygène, dans ses premières galaxies que Webb nous a montrées, est le même que l'atome d'oxygène qui remplit vos poumons aujourd'hui. Le carbone forgé par ces premières étoiles explosives est le même que le carbone qui compose votre ADN. Nous sommes littéralement de la poussière d'étoiles. Les 13,8 milliards d'années de temps et les milliards d'années-lumière de distance entre nous ne peuvent pas effacer ce lien fondamental. C'est une belle unité au sein d'une solitude tragique. Nous sommes séparés, mais faits du même matériau. Vous êtes la preuve vivante de ce lien. Votre corps porte l'héritage commun de l'univers. L'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, la nourriture que vous mangez, et tout est le résultat d'événements cosmiques qui se sont produits il y a des milliards d'années, à des milliards d'années-lumière. Vous pouvez être un individu seul dans l'univers. Mais, en même temps, vous êtes un avec l'univers lui-même et avec tout ce qu'il contient, au niveau le plus fondamental. La taille, le temps et la connexion. Les paradoxes que Webb nous présente ne sont pas seulement des faits scientifiques, ce sont aussi des miroirs existentiels. Ils nous montrent à la fois à quel point nous sommes petits et à quel point nous pouvons penser grand. Ils nous rappellent à la fois à quel point nous sommes éphémères et à quel point cet instant est précieux. Ils nous murmurent à la fois à quel point nous sommes seuls et à quel point nous sommes profondément connectés les uns aux autres. Mais, au-delà de ces réflexions, il y a une autre question philosophique que Webb nous pose. Une question sur la connaissance elle-même, car Webb ne nous montre pas seulement l'univers. Il pose aussi des questions fondamentales sur les limites de la connaissance et sur la nature même de la connaissance. Nous sommes donc confrontés à un quatrième contraste, le paradoxe de la certitude et de l'incertitude. D'un côté, il y a les données que James Webb nous fournit, plus précises, claires et à haute résolution que jamais dans l'histoire de l'humanité. Nous savons que l'âge de l'univers est de 13,8 milliards d'années. Nous pouvons mesurer le décalage vers le rouge d'une galaxie avec une précision d'un 10 millième.
nous savons avec certitude à quelle longueur d'onde un atome émet de la lumière, et la science a construit une forteresse de certitude, nous offrant des faits solides, fiables et testables sur l'univers. Mais, de l'autre côté, chaque nouvelle donnée précise apportée par Webb plonge notre compréhension la plus fondamentale de l'univers dans une incertitude encore plus grande. Chaque nouvelle réponse apporte avec elle 10 nouvelles questions, plus difficiles. C'est une vérité tragique, car cela signifie que plus nous en apprenons, plus nous réalisons à quel point nous en savons peu. À mesure que notre horizon de connaissance s'élargit, l'océan d'ignorance avec lequel nous entrons en contact grandit aussi. Le fait qu'un modèle auquel nous nous fions depuis 50 ans, comme le lambda C, D, M, devienne soudainement inadéquat, montre à quel point la connaissance scientifique peut être temporaire et fragile. Nous sommes confrontés au fait que tout ce que nous pensions certain pourrait n'être qu'une petite pièce incomplète d'une image plus grande. Mais c'est aussi une belle vérité, car la science n'est pas une archive de dogmes et de réponses absolues. La science est un processus continu de doute, de curiosité et d'autocorrection. L'incertitude n'est pas l'ennemi de la science, c'est son moteur. L'effondrement d'un modèle n'est pas un échec, mais le signe du prochain pas vers une vérité plus profonde. Vous faites aussi partie de ce processus. Dans votre vie, vous avez vous-même expérimenté à quel point les choses que vous pensiez savoir avec certitude peuvent changer rapidement. C'est ainsi qu'est la science. Ce n'est pas l'arrogance d'un sage qui prétend tout savoir, mais la curiosité d'un enfant toujours ouvert à l'apprentissage. La crise créée par Webb est en fait la preuve que la science est dans son état le plus sain et le plus vivant. Et cela nous amène à un dernier contraste, le paradoxe de l'ordre et du chaos. Car, d'un côté, il y a les lois de la physique qui gouvernent l'univers, incroyablement précises et ordonnées. La gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires, ces lois déterminent tout, de la structure d'un atome au mouvement d'un amas de galaxies. Si les constantes de ces lois étaient différentes, même d'une infime fraction, ni les étoiles, ni les planètes, ni nous n'existerions. L'univers semble fonctionner dans une harmonie parfaite, comme une symphonie mathématique. Mais, de l'autre côté, l'univers primordial que Webb nous montre est un chaos total, et des explosions inattendues, des trous noirs qui ne suivent pas les règles, des réactions chimiques imprévisibles. Le début de l'univers ressemble plus à une improvisation violente et imprévisible qu'à un plan ordonné. C'est une vérité tragique, car cela renforce l'idée que l'univers ne porte pas de but ou de direction dans le sens où nous l'entendons. Il n'est que le terrain de jeu impitoyable et aléatoire des lois de la physique. Notre existence pourrait être un résultat sans signification, apparu par hasard après que ces dés cosmiques aient été jetés des milliards de fois. C'est un sentiment d'égarement existentiel. Mais l'acte, c'est aussi une belle vérité, car de ce chaos, de cette improvisation violente, sont nées une complexité et une créativité incroyables. L'univers n'a peut-être pas de scénario, Dr. Mays. Cela ne change rien au fait qu'il est le meilleur compositeur. Le chaos n'est pas l'ennemi de l'ordre. Il est le sein créatif d'où naissent de nouveaux ordres. Vous êtes aussi un produit de ce paradoxe. Votre corps est le résultat de milliards d'années d'essais chaotiques et de mutations aléatoires. Mais votre esprit cherche des motifs, du sens et de la beauté dans ce chaos. Vous représentez la quête la plus ordonnée,
celle du sens, issue du processus le plus chaotique de l'univers, la vie, grandeur et petitesse, infini et instant, solitude et unité, certitude et incertitude, ordre et chaos. Le voyage de James Webb nous a amenés au cœur même de ces profonds dilemmes philosophiques. Il nous a dessiné une nouvelle image non seulement de l'univers, mais aussi de notre propre place dans cet univers. Nous savons maintenant que nous pouvons être petits, éphémères et seuls dans cet univers gigantesque. Mais, en même temps, nous sommes les êtres qui comprennent cet univers, lui donnent un sens et ne font qu'un avec lui au niveau le plus fondamental. Nous savons maintenant que notre quête de connaissance est un voyage d'incertitude qui ne finira jamais. Mais cette incertitude elle-même est notre plus grande force. Nous savons maintenant que l'univers peut être chaotique. Mais ce chaos est un atelier où naissent les plus grandes œuvres d'art. Alors que nous approchons de la fin de notre long voyage, toutes les leçons que Webb nous a enseignées se rejoignent. Révolution scientifique, réflexion philosophique, records brisés et questions sans réponse. Tout pointe vers une seule grande vérité. L'univers est bien plus grand, plus complexe et plus surprenant que l'histoire que nous nous racontions. Et maintenant, une dernière fois, pour écouter ce que cet univers étonnant nous murmure. Dans cette vidéo, nous avons vu la première lumière de l'univers et la fissuration du modèle standard. Mais Sacha, je ne vous ai jamais parlé du squelette invisible qui maintient l'univers. Il constitue 85% de la matière. Mais nous ne savons pas ce que c'est. Son nom est la matière noire. Lors de notre prochain voyage, nous partirons à la poursuite de ce fantôme cosmique. Êtes-vous prêt à explorer ce monde invisible